Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Standard le Talk, votre émission 100% Standard de Liège. Je suis ravi de vous retrouver une fois par mois en plateau où on parle du Standard de Liège, de l'actualité du Standard, des prestations avec des invités de marque, journalistes, chroniqueurs. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de les avoir. On va commencer avec un blogueur, quelqu'un qui a créé il y a quelques temps sa page Chronique d'un accro au Standard. C'est Jonathan Mine. Salut Jonathan. Salut Malik. Ça va? Ça va bien, oui. Une première pour toi en télé? Oui, une première, mais je suis très heureux d'être là. Ben oui, ça nous fait plaisir de t'avoir parce que c'est vrai que dans Standard le Talk, on aime donner la possibilité à des gens de s'exprimer sur le Standard de Liège, des supporters ou des blogueurs, mais aussi à des journalistes. Et je suis très content de l'avoir parce que entre nous, on travaille souvent ensemble, mais je sais que c'est un journaliste qui suit de très près le Standard de Liège, qui est très actif sur Twitter. Donc, si vous avez l'occasion, allez le suivre sur Twitter parce qu'il donne des avis très tranchés et aussi des infos mercato. C'est Sacha Tavolieri. Salut Sacha. Salut Malik, quel plaisir d'être avec toi. Et puis, c'est un bonheur de l'invitation. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Ben, un pur plaisir aussi pour moi. Je rappelle, Sacha aussi est très présent. Il a d'autres projets, Football Time, mais aussi un projet. Allez, on doit le dire, hein, c'est le côté un peu promo, le noyau dur. Oui, tu peux l'expliquer un peu quand même. C'est un projet qu'on a ensemble, donc on va quand même en parler un tantinet, mon cher Malik, on va pas faire les hypocrites, voilà. Non, mais c'est une émission effectivement qui a trait à mettre en valeur les talents, les opinionnistes, les gens qui ont des choses à dire sur le football, qu'ils soient belges ou étrangers d'ailleurs, mais on se focalise vraiment sur la Belgique, en tout cas les talents en Belgique, les gens qui ont cette passion justement du football et on essaye de les faire parler sur des thèmes relativement différents, que ce soit le championnat de Belgique ou là maintenant, comme ça va être le cas dans les prochaines semaines, sur le football international, aller chercher les futures pépites, alors je ne sais pas si évidemment en télé on peut le dire, mais les Daniel Riolo de Belgique. Voilà, on peut le dire, qui est un consultant très connu en France, qui a popularisé le fait de parler de football à la télévision et en radio, sans langue de bois. Et nous, on essaye justement d'avoir toujours l'œil sur les connaisseurs de football. Et puis, je suis sûr que Jonathan fait partie de cela. Voilà, je rappellerai en fin d'émission toutes les coordonnées pour retrouver nos amis ici sur les réseaux sociaux, parce que franchement, ça vaut la peine de les écouter, de les entendre. Allez, on commence cette émission, messieurs, consacrée au Standard de Liège. Vous regardez donc Standard le Talk avec la première séquence, c'est le point presse. Alors le point presse, c'est très facile, on va revenir sur la prestation du Standard face à l'Union. Alors forcément, vous vous en doutez, j'ai choisi les deux plus grands quotidiens de Belgique francophone, à savoir Sudinfo et l'ADH. Le premier article venant de Sudinfo, ce qui est écrit par rapport à ce match, c'est « Sans forcer, l'Union se défait d'un Standard en progrès ». On y reviendra tout à l'heure pour savoir si vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que le Standard a progressé ces dernières semaines? Ça, c'était pour l'article concernant Sudinfo, nos collègues de Sudinfo. Le deuxième article, c'était forcément du côté de l'ADH, on analyse aussi le match face à l'Union. Et là, il est écrit, le Standard a fait plier l'Union, carrément, mais pas au point de l'empêcher de poursuivre son sans faute. Et je vais juste, avant de vous donner la parole, messieurs, revenir sur une des réactions d'Ivan Leko, dans les deux journaux. Le coach du Standard s'est prononcé sur ce match. Et c'était intéressant, messieurs, parce que regardez ce qu'il dit. En seconde période, nous avions le contrôle des débats, ce qui est amusant, intéressant, gratifiant. Toutefois, le football ne te demande pas d'être beau. Il convient d'avoir un esprit de tueur et de mettre l'intensité nécessaire pour fouetter les filets. Je suis donc déçu à ce niveau. Bon, on va aller très vite sur la question, Jonathan. Un petit mot sur ce match. Comment tu l'as vécu? Déçu? Pas déçu? Je suis déçu, oui, parce qu'une défaite, c'est toujours décevant. Maintenant, je trouve qu'il y a de l'amélioration, mais ce n'est pas encore suffisant. L'Union est une grande équipe. Et pour pouvoir battre une grande équipe, il faut être grand dans tous les moments du match. Et le problème, c'est que le Standard n'a pas été grand dans tous les moments du match. Ouais, donc Sacha, c'est vrai que avec ton regard de journaliste, comment toi tu as vu ce match? On a l'impression, si on veut être un peu positif, parce que ces dernières semaines, on a l'impression qu'on est très sur le Standard d'une manière négative. On a l'impression quand même qu'il y avait du mieux, en deuxième mi-temps en tout cas. Le Standard a beaucoup mieux joué. Le Standard a été bien meilleur dans tous les compartiments du jeu. Ils ont gagné beaucoup plus de duels, ils ont été beaucoup plus cohérents. Alors ça s'explique par tout simplement le schéma de jeu qui a été demandé notamment à Alexander Blessin, ou plutôt aux hommes d'Alexander Blessin, cette faculté qu'a eu justement le Standard à savoir bien manier le ballon, quelque part en fait elle a dû se construire dans ce que Ivan Leko avait comme souci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Standard n'a plus du tout eu, j'ai envie de te dire,
l'appréhension pour mener justement le jeu, etc. Ils étaient en grande difficulté quand ils étaient en possession. Et là, en fait, à force de voir ça, les adversaires se sont adaptés. Sauf qu'à un moment donné, le Standard aussi s'est adapté à l'adaptation de ses adversaires. Et là, on voit une équipe justement du Standard de Liège qui est très intéressante parce qu'elle a compris quelque part comment faire bouger le bloc en dehors des formats. Et ça, c'était le gros problème. Ces dernières années, le Standard avait des grandes qualités dans un jeu de transition et de contre-attaque, mais n'avait pas justement le côté le pluralisme dans le jeu qu'ils avaient auparavant. Et c'est là qu'on est en train tout doucement de voir une nouvelle équipe qui se construit. Et donc moi je trouve ça vraiment intéressant. Alors c'est évident qu'au niveau des résultats c'est très compliqué. Encore une fois, le problème c'est la stérilité offensive des avant-centres. C'est vraiment le problème principal de cette équipe. Mais dans la construction, il y a des joueurs de ballon qui peuvent amener à quelque chose. On en reparlera, mais l'arrivée de Zinho Van Heusden pour être ce qu'on appelle le premier relanceur, ce qu'on appelle le build-up, qui est le premier à être présent pour justement faire jouer ses coéquipiers, a aidé également pour construire le jeu. Mais attention, nuançons quand même, l'Union Saint-Gilloise était une équipe en plein turnover. Ce n'était pas l'Union Saint-Gilloise qui a joué à l'Eintracht Frankfurt en UEFA Conference League, je peux le dire parce que c'est un match que j'ai commenté, donc je l'ai vécu. On n'est pas du tout sur les mêmes modèles et c'était pas du tout la même équipe. Donc à quand même relativiser, mais le Standard, dans ce qu'il a proposé, progresse petit à petit. C'est bon signe, mais voilà, encore faut-il mettre des buts maintenant. Oui, c'est vrai, Jonathan, ce que Sacha dit est vrai et juste. On a le sentiment qu'il manquait forcément, c'est toujours la même chose en foot, c'est le dernier geste qui a fait défaut. Alors qu'en vrai, je pense que tous les observateurs du football, s'il y avait match nul à l'Union, je pense que personne ne crierait au scandale. Il y aurait eu un point mérité pour le Standard au vu de la deuxième mi-temps et au vu comment, Sacha l'a très bien expliqué, comment avec le turnover de l'Union, il y a eu des moments de flottement, etc. C'est certain. Il y a une phase qui résume parfaitement ça, c'est la phase du poteau d'Yeboah, suivi du tir de O'Neill. Le Standard, si c'était une équipe composée de tueurs, ce serait 0-1 et pas 0 sur le penalty qui suit. Oui, et puis on peut citer plein d'autres actions. Je me souviens, en deuxième mi-temps, il y a une perte de balle au milieu de l'Union, mais catastrophique. Et je crois que c'est même... j'ai oublié qui, c'est le milieu de terrain, je ne sais plus... du Standard. Du Standard, Kawabe. Kawabe qui rentre, et puis la passe, il fait une passe lunaire où en fait il n'y a personne, alors que je pense que c'était une contre-attaque qui aurait pu amener du danger. On va voir, messieurs, le 11 aligné par l'Echo. Alors je voudrais avoir votre avis sur ce 11. Ce qui était, et on a compris un peu la logique, Sacha en a un peu parlé, mais du côté d'Ivan Leko, il y avait une vraie stratégie. On a commencé avec une défense à 5, Sacha, mais après la question, et je l'entendais à la télé, c'est ça marche si on n'encaisse pas. Après, qu'est-ce qu'on fait si on encaisse avec ce... C'est un peu ça le souci, effectivement. C'est-à-dire que c'est très ambitieux et c'est très intéressant, mais si l'Union se fait prendre, le Standard se fait prendre à son propre jeu, derrière, il faut courir derrière le score. Il faut pouvoir, construire et ouvrir des espaces avec justement la base de construction. L'Union l'a compris. À partir du moment où c'était 2-0, le Standard a eu beaucoup moins d'opportunités. Le but, il arrive sur une phase arrêtée où effectivement il y a un problème de placement assez évident de la part des joueurs unionistes, mais le Standard sait en profiter, il le fait très très bien, mais à partir du moment où le Standard est mené dans la rencontre, c'est très compliqué parce que ce sont les qualités de l'Union qui sont là sollicitées, c'est-à-dire les grosses forces de l'Union, c'est le jeu de transition, c'est la contre-attaque, et le Standard aussi a ces qualités-là. Le seul problème, c'est que à la différence du Standard, l'Union a des attaquants qui marquent et qui sont en confiance. Des joueurs qui ont du talent au Standard, il y en a. Mais aussi, on a l'impression que parfois, on a affaire à des enfants. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette action où je crois que c'est Sadiki qui dégage, je ne sais plus quel joueur qui était. Je me demande si c'est pas Doumbia. On a l'impression qu'on avait une équipe de pros. Ah non, c'était Kanga. C'était Kanga. C'était Kanga. C'est un duel. Alors, c'est encore plus impressionnant parce que c'est le petit Noah Sadiki qui vient à un moment donné complètement bouger Wilfried Kanga sur un duel à l'épaule. C'est totalement régulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute. Ça, c'est impressionnant. Jonathan, peut-être un petit mot sur ces attaquants-là. On a l'impression, moi, quand je lisais les réseaux sociaux, c'était dur. C'était dur pour Wilfried Kanga, pour Perica, même pour Yeboah. Enfin, on a l'impression que vraiment, on en a... Ils en ont marre, les supporters de cette attaque. Oui, je pense que Yeboah, c'est le plus prometteur de tous. Maintenant, l'apport de Wilfried Kanga, quand même, dans la conservation du ballon, dans le jeu
dans le jeu est important, mais c'est vrai que c'est trop léger. C'est trop léger pour le Standard. Et enfin, Perica, voilà, c'est une solution, je crois même qu'il y a un moment donné, je pense, le petit McAllister qui prenait des ballons et qui prenait le dessus sur un mec comme Perica, quoi. Alors qu'on a... Bon, mais c'est une constante. Ça, proportion gardée, mais je vois Nilsson de l'autre côté, qui est plus ou moins de même... voilà, c'est un joueur qui n'est plus du tout, qui n'était plus du tout en odeur de sainteté au Standard, que le Standard a des grosses difficultés de laisser partir. Et puis il y a aussi, il faut le dire, peut-être de la part d'Ivan Leko, qui est lui-même croate, la volonté de créer une espèce de synergie ou de relancer son joueur en disant on est à peu près de la même origine, on se connaît, on va parler, peut-être je vais chercher quelque chose, je vais pouvoir moi, en tant qu'entraîneur, alors que Karl Hufkens n'a pas réussi à le faire, alors que Ronny Deila n'a pas réussi à le faire, aller chercher quelque chose de plus chez le joueur pour pouvoir le relancer. Il est en train de tenter un petit peu tout ce qu'il peut sur cette fin de saison, Ivan Leko, et donc on a vraiment l'impression qu'il essaye d'étirer le fil petit à petit pour aller retrouver cette fameuse confiance qui manque. On l'a senti très nerveux en plus. On l'a senti très nerveux en bord terrain, on l'entendait même, c'était assez impressionnant. On passe à un autre joueur de l'effectif. Même si le football doit être une fête ou une déception, une énorme tristesse, c'est le cas pour Zinho. Pour en parler, parce que même au-delà du résultat, messieurs, Zinho Van Heusden... Ben voilà, que dire, un capitaine à la dérive. Ça avait été titré il y a quelques temps, je ne sais plus dans quel genre, je pense que c'était chez Sudinfo, chez nos confrères de Sudinfo. On parle d'une hernie à l'instant T. Lui qui revenait d'une blessure surcharge musculaire, il a eu les croisés 2 fois. Jonathan, on a l'impression que... se mettre à la place de Zinho, c'est dur. C'est dur parce qu'on se dit comment il va réussir à avoir une vie équilibrée dans le football, quoi. Ouais, mais je pense que mentalement, ça va être très difficile pour lui. Il est dans un tunnel dont il ne voit pas le bout. Quand il est bien, il rechute. Ici, dans un duel, en plus avec un coéquipier, avec De Waal, il retombe mal et ça a l'air d'être une grave blessure. Donc je ne suis pas certain qu'on le reverra jouer un jour sous le maillot du Standard. Un joueur comme Zinho... Si je peux me permettre, on parle d'une hernie discale. Donc une hernie discale, c'est une revalidation qui est quasiment plus longue que s'il y a des ligaments croisés. Donc moi, j'ai par exemple un ami qui joue au basket qui a eu cette hernie discale. Il a commencé sa revalidation avec des fauteuils roulants. Donc on est vraiment sur une revalidation qui va être très très longue pour Zinho Van Heusden, si en tout cas l'hernie discale est confirmée. Mais tu vois, Sacha, par exemple, c'est effectivement hernie discale, mais... Quand on a eu les croisés de fond, on a l'impression qu'on a tout eu. Donc si on revient, c'est qu'on est un peu ce warrior qui en veut et que finalement la vie, je ne veux pas faire de la philosophie à 2 balles, vous m'avez compris messieurs, mais on se dit les ennuis sont derrière. Et là, à nouveau, en plus un match où malheureusement il provoque aussi le péno, on a l'impression que tout lui tombe sur la tête en fait à Zinho. C'est effectivement l'histoire d'un rendez-vous manqué encore une fois. Un défenseur central qui a toutes les qualités et résonne véritablement au Standard. Pour moi, c'est son niveau, c'est là où il est bon, c'est le Standard et Zinho Van Heusden, c'est j'ai envie de dire ces 2 aimants qui s'attirent. Donc c'est ça aussi l'intérêt d'avoir un joueur qui correspond à la mentalité, à la philosophie du club. Bon, je pense que le niveau du Standard est aussi équivalent à celui de Zinho Van Heusden pour être un peu plus feutré sur lui. Mais d'une manière générale, c'est dommage parce que c'est vraiment de lui que peut partir une nouvelle flamme. Il est quelque part encore le symbole de ce Standard et l'identité même d'un club qui... On en reparlera un petit peu plus tard, mais tu es en train de se perdre en termes d'ADN. Zinho Van Heusden, c'est un étendard. Et quand l'étendard, à un moment donné, il est brûlé, on n'a plus rien, quoi. D'accord avec ça, Jonathan? Oui, je pense que Zinho est un étendard, oui, de l'esprit Standard, mais c'est pas le seul. Je pense que celui qui incarne le plus, c'est Arnaud Bodard. Très bonne transition, parce que justement, je voulais revenir sur lui, Jonathan, et je te donne directement la parole. Arnaud Bodard, doit-on considérer, en tout cas par rapport à ce match d'hier, comme le joueur avec la mentalité Standard? Il l'a montré hier, encore de nombreux arrêts. Bon, on est pessimiste par rapport à le fait qu'il reste ou pas, selon toi. Est-ce que toi, tu le vois partir tout simplement l'année prochaine ou... C'est un peu compliqué de répondre à cette question. Je pense que lui doit plus le savoir. Maintenant, je pense que pour tout ce qu'il a offert au Standard, un transfert à l'étranger, ce serait une juste récompense. Mais pour toi, il doit rester? Toi qui es fan du Standard? J'aimerais qu'il reste, oui. J'aimerais qu'il reste. Maintenant, on a Mathieu Epolo aussi dans le Standard en DAB qui pourrait prendre sa place parce que je pense que c'est un excellent gardien aussi. Mais Arnaud Bodard, c'est pour moi la dernière personne au sein de l'équipe avec Zinho Van Heusden. Qui sont les garants, qui est le garant de l'esprit Standard. Mais en vous entendant, messieurs, c'est vrai que Arnaud Bodard, Zinho Van Heusden, la défense, le gardien, c'est jamais bon quand on dit toujours que, Sacha, quand on dit toujours qu'en fait le meilleur joueur chez toi c'est ton gardien.
Ouais, ça pose question. Mais Arnaud Bodard a un comportement et un tempérament relativement changeant. C'est-à-dire que au début de l'été, il a clairement fait savoir, après avoir été sélectionné notamment avec les Diables Rouges, qu'il était bien en fait au Standard de Liège et qu'il souhaitait y rester et que c'est comme ça qu'il voulait s'épanouir sur la saison. En janvier, quand l'opportunité de Strasbourg est arrivée, que les dirigeants, en tout cas de Strasbourg, également ses représentants, ont été informés de l'intérêt. Très rapidement, il a mis au courant un petit peu tout le monde pour dire, écoutez, ouais, ça m'intéresserait quand même si le Standard pouvait finaliser l'opération, ce serait très très cool. Et ce serait une opportunité que j'aimerais saisir. Donc, il est un petit peu changeant. On ne sait pas vraiment sur quel pied lui-même danse. C'est une question d'humeur. C'est aussi peut-être une question de projet également pour Arnaud Bodard. J'ai pas l'impression qu'il souhaite à tout prix solliciter un transfert, des infos que j'en ai pour l'été. C'est-à-dire que s'il a rien, je pense qu'il serait bien même au Standard et le fait de rester au Standard, ça ne le dérangerait pas. À voir évidemment avec les finances du Standard de Liège et surtout avec le projet, tu l'as dit, Mathieu Epolo, qui est quand même un projet important pour la direction du Standard de Liège, un joueur sur lequel ils comptent, sur lequel ils veulent véritablement axer, ne serait-ce que même les prochaines saisons, pourquoi pas déjà la saison prochaine. Et puis, il y a cette nécessité qu'a le Standard, et là on y reviendra un peu plus tard, vendre. Donc Arnaud Bodard aujourd'hui représente un des seuls joueurs qu'on peut appeler sur le marché bankable, ou en tout cas qui a réussi une saison qui en termes de chiffres pourrait l'être. Et on en revient à ce fameux sujet, de se dire quand est-ce qu'on va retrouver des vrais clubmen. On a l'impression, en entendant cette info un peu exclusive de Sacha, que Bodard pourrait rester, pourrait encore continuer son aventure au Standard, mais voilà, le monde actuel du football est ce qu'il est, et donc du coup parfois, comment refuser un bon transfert, en tout cas pour l'équipe. Mais justement, on a parlé de l'équipe, maintenant on va parler un peu plus loin, on va aller un peu plus loin, en parlant de la direction cette fois-ci, avec une question assez cash, c'est le débat. Le débat, messieurs, on va parler de 777 Partners. Je pense qu'on en parle beaucoup dans les gradins, à Sclessin, Jonathan. On en a déjà beaucoup parlé en plateau, d'une manière un peu légère, en se disant, bon voilà, 777, où en est-on ? Aujourd'hui, il faut un peu faire le constat. Quand on regarde le classement du Standard, le Standard est actuellement 11e, à 3 points des playdowns. 777 a investi plus de 40 millions, Sacha, si je ne me trompe pas. Si on compte même les 40 millions d'euros, on peut même aller jusqu'à 50. Voilà. Ça fait 30 plus 20 avec le fait de garantir les dettes, donc on peut aller à 50. Donc voilà, entre 40 et 50 millions. On a le cofondateur de 777 Partners qui nous dit... Le Standard veut jouer, on veut jouer l'Europe chaque année, mais en fait, ça ne se retrouve pas, entre guillemets, dans les résultats, et surtout, ça ne se voit pas dans les transferts. Enfin, en tout cas, il y a des transferts, mais bon, avec des joueurs soit en prêt, ou soit des joueurs un peu trop frêles, un peu trop jeunes. La question, elle est toute simple, messieurs. Aujourd'hui, avec ce Standard 11e, 777 Partners est-il responsable de ces résultats cette saison, Jonathan ? Oui, il est en partie responsable. Combler les trous, c'est bien, ce qui permet au Standard aujourd'hui d'être encore en vie, mais ce n'est pas suffisant. Si on n'investit pas un minimum dans l'équipe et dans de la qualité, ça ne saurait pas fonctionner. Les équipes qui performent le plus sont celles qui investissent le plus. Le Standard a déjà investi énormément par le passé dans des joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes. Je peux comprendre le fait que, on ne peut pas non plus investir l'argent qu'on n'a pas, mais... si le Standard est dans cette situation-là, ils sont en partie responsables. Oui. Mais ce que je voulais savoir, c'est, voilà, t'es blogueur, mais t'es avant tout aussi supporter. Ouais. On dit quoi vous dites quoi entre supporters là il y en a vraiment ras-le-bol, comme on l'a vu récemment, là, cette défaite à Courtrai, avec une grosse banderole out 777. Ouais. Quoi. On en est à ce niveau-là maintenant ? Je pense que les supporters, oui, en ont marre. Les supporters ont l'impression de ne pas être entendus, de ne pas être compris. Ils ne savent pas vers qui se tourner parce que 777 n'est pas présent au stade pendant les matchs, etc. Et donc, fatalement, vers qui crier son désarroi, vers la direction actuelle, Pierre Locht et d'autres, mais ils ne sont que les messagers de 777. Et donc, on a l'impression d'être face à un mur nébuleux et on ne sait pas à qui s'adresser. Et donc, fatalement, ça crée de la frustration et ça va créer des problèmes, ça va créer des gros problèmes, je pense. Sacha, est-ce que toi tu as peur pour ce club, parce que tu es journaliste, mais tu suis, voilà, tu es attaché quand même malgré tout par l'histoire de la ville de Liège, attaché à ce club, etc. On en a fait récemment, on sait que dans le football international aujourd'hui, ça pose beaucoup de questions de ces grands investisseurs, ces grands dirigeants américains ou que sais-je, ou des pays arabes qui ne sont quasi pas présents. Quand ça va bien, on s'en fout, mais quand ça va mal, on se dit mais où ils sont ?
Au Standard, c'est à peu près la même chose. Est-ce que tu as peur pour ce club, toi? Bah oui, forcément, j'ai peur. Évidemment que j'ai peur. C'est un groupe qui ne connaît pas le football, qui ne sait pas où est-ce qu'il investit, et surtout quand il investit par rapport à des données bien précises qui sont liées au tempérament risqué de l'investissement. C'est-à-dire qu'en général, quand 777 arrive sur des clubs et investit sur des clubs, ce sont des clubs qui ont des problèmes financiers importants, avec l'idée et l'identité très claire de 777. L'année dernière, c'était un peu compliqué de le dire, mais cette année, je pense que c'est clair pour tout le monde. Remettre le club à l'équilibre pour ensuite pouvoir le revendre à des milliardaires qui, eux, par contre, pourraient le racheter beaucoup, beaucoup plus cher que ce que 777 Partners en a fait. En gros, on essaye de récupérer quelque chose à bas prix pour ensuite le revendre le double ou le triple de son prix. Ah voilà, c'est ça l'identité de 777. Donc info, Sacha Tavoléry, aujourd'hui 777, c'est un groupe pour toi qui ne souhaite pas aller plus loin avec le Standard. Il n'y a pas de vision sportive chez 777 Partners, il y a une vision business et cette vision business a été effectivement construite en conséquence pour avoir une cellule sportive. La cellule sportive d'ailleurs est dirigée par Rob Dransfield, CEO de la partie sportive de 777 qui est à Londres. Et puis ensuite, il y a d'autres personnes qui vont diligenter le projet sportif. Mais 777, c'est un énorme groupe dans lequel renferme de la logistique notamment, de l'aviation, etc. Et donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils pensent à des investissements par rapport à ce qu'ils vont, je dirais, récupérer. Aujourd'hui, il n'y a pas de notion sportive. On ne peut pas, en fait, contrairement à l'époque de Roland Duchâtelet, contrairement à l'époque de Bruno Venanzi, contrairement à l'époque de Lucien Denofrio, aller dénommer un responsable, une identité et une entité visible. Aujourd'hui, on n'a plus d'entité physique sur laquelle le Standard doit, je dirais, avoir des critiques ou des mots. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est touchable parce qu'on a politiquement des représentants d'une entité qui se sont garantis comme représentants de l'identité, comme Pierre Locht et Fergal Harkin. Mais en somme, pour le dire très platement, ce que 777 a dit à ses dirigeants, c'est « nous, on rachète le club, on met le club à l'équilibre, après ne nous demandez plus un euro ». C'est ça qui a été dit, c'est pas autre chose. Donc aujourd'hui, il y a le budget, il est fixé pour la saison. S'il y a un problème lié à la commission des licences et que vous nous faites part de ça, on va essayer de faire des arrangements financiers, du bricolage en tant que tel pour pouvoir obtenir la licence, pour pouvoir continuer le projet. Si à un moment donné, c'est trop compliqué, le club descendra sportivement. On ne va pas remettre de l'argent parce que nous, on est en train d'en perdre. Et l'idée du Standard, et ça pour le coup, Pierre Locht l'a toujours dit, c'est d'avoir un club qui est à l'équilibre. Et l'équilibre, pourquoi? Je le dis parce qu'ensuite, 777, évidemment, a l'idée de revendre le club à, pourquoi pas, des dirigeants qui, là, auraient des ambitions. Il est là, en fait, le problème. C'est qu'aujourd'hui, c'est une manœuvre financière. Alors on dit évidemment, et beaucoup sautaient en l'air quand on disait que la Genoa était le club prioritaire pour 777 au regard des droits télé. Aujourd'hui, ça s'exprime. Je veux dire, quand on voit que la Genoa est capable de mettre 15 millions d'euros pour un attaquant venu d'Argentine qui s'appelle Matteo Retegui et qu'au Standard, on ramène des joueurs qui sont en manque de temps de jeu et qui appartiennent à la Genoa pour venir se relancer, on a compris à quoi sert le Standard de Liège. Dans le schéma de 777, les clubs qui sont le plus rentables seront prioritaires. Ceux qui ne le sont pas, et en l'occurrence le Standard ne l'est pas du tout, on est sur des pertes constantes chaque année, ne le seront pas. J'ai l'impression aussi que même au niveau du Brésil, Vasco da Gama, ça va pas très fort non plus, si je me trompe pas. Oui. Voilà, on a l'impression que c'est vrai que c'est ça qui stresse un peu peut-être, Jonathan, c'est aussi de se dire, voilà, les clubs qui ont été récupérés ne vont pas très bien non plus du côté de 777. Mais alors du coup, là où je ne comprends pas, parce qu'effectivement, on aimerait avoir un petit mot de la direction pour avoir un peu plus, pour comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, parce qu'effectivement, Sacha a donné des infos, ça serait intéressant d'avoir l'avis de la direction aussi, vu qu'on n'est pas dedans, on essaie de comprendre. Mais là, comment on peut alors annoncer que, en fait, avec le Standard, bon, vous allez me dire, c'est peut-être du marketing, mais comment on peut annoncer qu'en fait, on va redorer l'image du club si, en fin de compte, on ne met rien en place après 2 ans et qu'on se retrouve avec des bouts de joueurs ou des joueurs qui ne jouent quasi même pas dans leurs clubs précédents. Enfin, c'est vrai qu'il y a de quoi être énervé, en fait, Jonathan. Hein. Oui, il y a de quoi être énervé. Maintenant, je ne sais pas pourquoi on met de la poudre aux yeux aux supporters. C'est ça le plus triste. Oui, parce que c'est moins vendeur. Alors, le vrai problème... Excuse-moi, Sacha, quand on revoit le stade, la manière dont... Enfin voilà, maintenant, il y a des vrais choix à l'américaine. Ça, on ne peut pas leur enlever. Ils ont compris qu'il fallait envoyer de la poudre aux yeux, du spectacle. Ça, mais derrière, quid. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que démarrer ton animation à 19h15 avec DJ Flash qu'on embrasse et ensuite mettre des lumières, etc. C'est pas quelque chose. C'est ça. Oui, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour grandir un club. Je veux dire, aujourd'hui,
non seulement, et là le problème est très clair, c'est-à-dire que non seulement 777 a ambitionné de faire les playoffs 1, mais en plus de ça, ils l'ont inscrit dans la commission des licences et dans les documents qui devaient être rendus. D'ailleurs, je pense que c'était pour le 15 février dernier. Ouais. Donc, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, la direction a eu tout simplement une indication, une directive de la part de dire « Ok, vous devez aller chercher les playoffs 1, mais en plus de ça, on ne va pas vous donner le budget et on vous ordonne de le mettre en plus dans la commission des licences pour pouvoir bien comprendre qu'aujourd'hui, le budget est, je dirais, équivalent à des résultats qui sont des résultats donnés. Aujourd'hui, on a bien compris, le Standard ne sera pas en play-off 1, donc on se regarde tous dans le blanc des yeux et qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on avance ? Ouais, c'est ça le souci. C'est vrai que parce que même au niveau de la direction, encore une fois, si on reprend le dernier match face à l'Union, on a l'impression qu'il n'y a rien de serein. Dès les premières minutes, quand Jonathan, je ne sais pas si je me trompe, mais dès que les caméras sont fixées sur... Et malheureusement, ça fait un bad buzz pour lui. Quand on voit Pierre Locht qui insulte l'arbitre, bon, il s'est excusé, hein, il l'a dit, il était dans un état très énervé. Il repensait au match précédent où il y avait eu une injustice par rapport à l'arbitrage. Mais encore une fois, quand on voit tout ça, ces comportements-là, on a l'impression que ce n'est pas des gens sereins. C'est quelqu'un qui est sous pression. Il a la pression des supporters, il a la pression des résultats de 777. Je n'excuse pas les insultes, etc. Mais je comprends toute la frustration, tout le stress de l'homme. Et attention, moi je ne juge pas du tout le travail de Pierre Locht, parce que c'est quelqu'un, on a eu l'occasion de l'avoir plusieurs fois, c'est quelqu'un de très réfléchi, qui connaît bien le club, etc., qui a un attachement pour ce club. Maintenant, ça a toujours été... Il y en a qui se disent encore, est-ce qu'il était à la bonne place ou pas ? Bon, c'est pas à nous d'en juger forcément, mais c'est plutôt au chroniqueur. Ce qui est certain, c'est que Pierre Locht a une histoire avec le Standard de Liège que d'autres n'ont pas. C'est une success story. Il a commencé comme team manager. C'est sur un des premiers dossiers qu'a traité Pierre Locht, c'est le dossier de Björn Reutings avec Mehdi Carcella à l'époque de la fameuse baffe de Mehdi, où Mehdi se fait quasiment casser le pied par Björn Reutings. Il arrive à se relever, il lui met une baffe. À l'époque, ça avait fait grand bruit dans le championnat de Belgique. Et c'est grâce à ça, parce que justement, les proches de Mehdi lui avaient fait confiance sur ce dossier. Il avait réussi à gagner de très belles choses, qu'il est devenu petit à petit, grâce à l'épaule d'un certain Bruno Venanzi, le directeur juridique. Et après, il a commencé à grandir. Pierre Locht est quelqu'un qui connaît la maison, mais il est supporter du Standard. Et il agit un petit peu comme le faisait Bruno Venanzi. Et là, on retombe dans les travers de la saison dernière. Le supporterisme des dirigeants est un mal très très important. Et donc, tout ce qui fait de bien, parfois peut être complètement douché par une douche froide, justement, qui est son supporterisme. Voilà où est le problème aujourd'hui de Pierre Locht, qui est au demeurant effectivement un dirigeant qui fait ce qu'il peut dans la mesure où il le fait. Et peu de dirigeants accepteraient les conditions que lui ont donné 777 Partners. C'est un très peu de dirigeants. Donc, il a beaucoup de mérite par rapport à ce travail-là. Ceci dit, je pense que les justifications qui sont les siennes parfois, il y a notamment, on se rappelle de son dernier passage à la télévision qui avait fait notamment parler, je trouve que c'est un petit peu limite quand on a été mis justement à cette position en tant que CEO par l'ancien propriétaire du Standard qui a quand même bien œuvré pour que ce soit lui qui soit le CEO auprès de 777, de venir décortiquer les mauvais chiffres de Bruno Venanzi. Moi je trouve que c'était pas le lieu parce que ce serait oublier l'histoire et oublier qui l'a mis à cette position-là. C'est une idée que j'avais à dire. Question qui pique, on regrette du coup l'ère du Châtelet là maintenant chez les supporters. Avec le recul peut-être bien, mais c'est difficile, c'est une autre époque. À cette époque-là, je pense que la vision de Roland du Châtelet, la vision des supporters ne collait pas du tout. Et ce qui est arrivé, on ne peut pas vivre éternellement dans le passé. Et donc il faut l'accepter, il faut accepter que le Standard n'est plus ce qu'il était à ce moment-là. Et essayer de trouver une solution pour se sortir un petit peu de ce bourbier. Le meilleur milieu de terrain depuis de longues années, il a joué sous... parce qu'on parle souvent des problèmes du milieu de terrain au Standard. Il a joué sous l'ère Roland du Châtelet, c'est William Vainqueur. Il avait été absolument incroyable, c'était très certainement un des meilleurs milieux de terrain du championnat de Belgique, mais en plus de ça que le Standard avait recruté depuis là ici c'était 2012-2013, donc on parle de quasiment 10 années. C'est quand même un travail qu'il faut remettre en lumière, parce que Roland du Châtelet n'avait pas que des qualités, mais surtout il y a une chose qu'il savait faire, c'était investir dans le football et surtout permettre d'avoir des résultats par rapport à ce qui lui se fixait. On rappelle que quand même sous du Châtelet, il y a eu beaucoup de polémiques liées à ça, mais il a failli gagner un titre. Et le Sporting d'Anderlecht l'a gagné, mais finalement il était très très proche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Standard performer à ce niveau-là. C'est longtemps qu'on n'avait pas vu un Standard aussi fort, hein, c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Voilà. Dernière petite question avant d'enchaîner à la prochaine séquence, Jonathan. Ben voilà, qu'est-ce que toi enfin voilà, si tu avais l'occasion d'avoir les dirigeants, bon voilà, tu écris beaucoup d'articles avec ton blog, etc. Que je rappelle, un chronique d'un accro du Standard que vous pouvez retrouver sur Facebook. Qu'est-ce que toi tu aimerais, si tu devais écrire quelque chose pour eux, ça serait quoi là maintenant? Oh, c'est difficile. J'ai tellement de choses à dire. Voilà, de communiquer peut-être un peu plus avec les supporters parce que ce qui fait aujourd'hui la renommée du Standard et son image, ce sont les supporters. Ça, y a pas de doute. Et donc, voilà, négliger les supporters, c'est ce qui se ferait de pire au Standard. Et c'est un petit peu le sentiment qui parcourt les travées de Sclessin ou même quand on va en déplacement. Et donc, voilà, essayer de communiquer un peu plus, c'est ce que je leur demanderais. Et d'être plus clair, plus transparent. Et Sacha là, a été peut-être à leur place. J'ai appris des choses ce soir que bon, en fait, je ne connaissais officiellement, pas. on voulait l'inviter parce qu'en fait, Sacha s'est présenté à la présidence du Standard, du Standard de Liège. Donc c'est pour ça. Et tout à l'heure, écoute, on va faire le lien avec ce qu'on a dit avec Daniel Riolo. Tout à l'heure, je vais parler de Daniel Riolo. Lui avait dit qu'il était OK si Nasser Al-Khalifi lui proposait de devenir président du Paris Saint-Germain. Moi, je suis OK si cette m'appelle pour devenir président du Standard. Voilà, je le dis, l'annonce est lancée. Voilà, l'annonce est lancée. Mais ceci dit, c'est vrai que si on avait un peu plus de temps, on aurait pu le faire parce que tu travailles beaucoup en France aussi, t'es chroniqueur chez RMC, à l'équipe, etc. Il y a un parallélisme à faire avec l'Olympique de Marseille qui va pas très bien non plus, mais bon, voilà, ça sera pour une autre émission parce que là maintenant on passe au camp adverse avec l'équipe de la Gantoise. Le prochain match du Standard, c'est donc l'équipe de la Gantoise, à nouveau un gros match. Bon, ça va être une fin de saison un peu compliquée, mais on en parlait en off, Sacha. On parle toujours du fait du côté obligatoire d'accrocher des points pour le Standard, mais quand on regarde derrière, c'est aussi une fin de saison compliquée pour les RWDM, pour le HL, pour Charleroi. Donc on pourrait imaginer quand même si le Standard prend 3 points dans les dernières journées, ils peuvent quand même être tranquilles parce que derrière ça suit pas forcément, quoi. Ah, mais c'est clairement mon pris parti. Pour moi, je pense que c'est ça la clé. La clé du Standard et la raison pour laquelle le Standard sera sauvé et n'ira pas en relegation playdown, c'est que le Standard de Liège est une des moins pires équipes, des équipes les pires du championnat. Ouais, disons les choses comme elles sont. Voilà, quand on voit le Sporting Charleroi et son niveau et la façon dont le Sporting Charleroi, malheureusement, est en train d'avancer dans cette saison, franchement, il y a de quoi être inquiet. En tout cas, de leur côté, on les comprend bien. Et même les supporters, en général, pour parler avec eux, sont totalement résignés par rapport à la situation sportive qui ne convient pas du tout. Quand on regarde le club du RWDM, on a des joueurs qui gagnent 3 millions d'euros en la personne de Jeffrey Adelaide, qui sont des joueurs fantastiques, exceptionnels individuellement. Qui sont dans notre championnat, d'ailleurs. On a des joueurs qui étaient en Liga DOS la saison dernière, comme McTargay, des magnifiques joueurs de ballon comme Xavier Mercier. Ils n'arrivent pas à se sortir de cette fameuse zone rouge. Donc, et tu vois que collectivement aussi, il y a des soucis. Même chose pour Audever-les-Louvains. Audever-les-Louvains qui a été très décevant d'ailleurs à domicile. Quand le Standard l'a reçu à domicile, c'était vraiment très mauvais. Mais qui a individuellement des grosses qualités. Sur le banc, il y a un beau banc, etc. Et qui devrait pour moi faire partie de ce niveau avec le Standard. Mais ça gagne peu de points et au final, c'est très compliqué de s'y retrouver. Voilà. Et donc, c'est ça qui va permettre, selon moi, au Standard, quelque part, en étant le moins pire des pires, de se sauver. Et c'est quelque part la conjoncture qui va aider, la conjoncture des autres clubs va aider justement celle du Standard à pouvoir peut-être faire des playoffs, des Europe playoffs sans trop de pression, quoi. Et qu'importe, même si on est rival, je tiens quand même à préciser que ça serait quand même dommage d'avoir de moins en moins de clubs wallons en première division parce qu'effectivement, si Charleroi descend, même si on n'est pas forcément proche de ce club-là, c'est bien d'avoir des rivalités aussi en D1 entre ces clubs wallons. Mais bon, voilà, on verra ce qui se passera de leur côté. En tout cas, nous, on s'occupe d'abord de nos rouges qui affrontent du coup la Gantoise qui est donc 7e au classement, 43 points, 45 buts marqués, 33 buts encaissés. On regardera la composition, la dernière composition, on peut l'afficher de la Gantoise. Un petit mot rapide sur cette équipe. Tu sens comment ce match, toi, Jonathan? Bizarrement, je le sens bien. Parce qu'avec l'appui du public, la nouvelle dynamique, même si c'était un peu limite contre l'Union, je le sens bien. Je pense que la Gantoise n'est plus le la Gantoise qu'il était avant de perdre des joueurs importants comme Gift Orban par exemple. Donc pourquoi pas? Et je pense qu'à Sclessin tout est possible. Et donc j'y crois dur comme fer et je pense que les 3 points vont être... Ouais Sacha, parce que c'est vrai que, comme le dit Jonathan, on a l'impression que... oui, d'ailleurs c'est incompréhensible, tu as beaucoup travaillé sur ce dossier-là. Comment est-ce possible quand on a une équipe qui vise le top,
au mercato hivernal, quasi vendre les joueurs les plus importants de cette équipe-là, quoi. Malik Fofana, Gift Orban, Hugo Kuipers, c'est 60 millions d'euros dans l'escarcelle pour la Gantoise. C'est quand même quelque chose de très important. C'était irrefusable. Évidemment, c'est lié au fait que Michel Louwagie, CEO du club, partira à la fin de saison. On connaît Michel Louwagie et sa qualité de businessman. Il a très certainement envie de faire un très très gros coup. Michel Louwagie, c'est le directeur général du club de la Gantoise. Je voulais juste t'interrompre 2 secondes. Tu disais, forcément, c'est pas possible de refuser une telle offre, mais quand on est la Gantoise, c'est qu'on visait. Est-ce que tu comprends cette stratégie-là, de se dire de se séparer de ces talents ou de ces grands joueurs? La stratégie, quelque part, elle n'existe pas. La stratégie, c'est de récupérer de l'argent et de faire des sous. Il n'y a pas de stratégie liée au fait de vendre autant de joueurs à mi-saison. Ça n'existe pas. Surtout que faut se rappeler qu'au moment où ils le font, maintenant ils ne le sont plus, mais ils participent à l'UEFA Conference League. Ils sont en Europe. Ils sont quasiment, je dirais, à la lutte pour le titre avec le Sporting d'Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise. Donc il y a quand même aujourd'hui dans ce club de la Gantoise des très très grosses qualités et des joueurs qui sont capables de faire quand même de très grandes choses. Il faut se rappeler aussi qu'aujourd'hui la tendance elle s'est inversée, je suis d'accord avec toi, mais la Gantoise doit obtenir ces 3 points-là. C'est une obligation. 43 points, 43 points, 43 points, c'est la situation actuelle entre le Cercle de Bruges, le club du KRC Genk et la Gantoise. Et le problème, c'est qu'après, le Standard se déplace à Genk aussi. Donc ça sera encore un autre problème. Mais la Gantoise doit obtenir ces 3 points. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai regardé le match face au Royal Antwerp Football Club de la Gantoise. C'est très fort. Dans les combinaisons, ça peut aller très très vite. À un moment donné, ça peut faire mouche. Le souci, il est défensif. Voilà, quelque part, c'est un problème que le Standard a aussi, donc ils partagent ça. Il y a un petit souci au niveau de la lenteur des défenseurs, il faudra en profiter, notamment, et je pense qu'Ivan Leko va travailler en ce sens cette semaine pour pouvoir préparer son effectif, avec la vitesse qu'il peut y avoir des différents attaquants, pourquoi pas un Yeboah en pointe, etc., pour aller mettre un petit peu pousser un petit peu dans ses retranchements et partir là dans un fameux jeu de transition qui réussit bien au Standard, pour essayer de les mettre en difficulté, les Buffalo. C'est ça, pour moi, la clé dans cette rencontre. Alors bon, faut quand même remettre les choses dans leur place. Je suis d'accord, hein. Le Standard de Liège peut très bien aller chercher 3 points avec une folie du match, etc. Mais la Gantoise a tellement besoin de ces 3 points-là que je pense qu'ils ne vont pas être à 100%. Ils vont être à 300%. Et tu as des joueurs qui sont en train de se mettre en place, comme le petit Sanko, qui est arrivé pour 8 millions d'euros en provenance du championnat suédois. C'est une véritable pépite qu'ils ont réussi à signer. Avec à côté un Tariq Tissoudali qui commence à revenir tout doucement. Il y a quand même de très très bons joueurs. Donc ils ont perdu du talent. Ils en ont récupéré un, Sanko, qui peut être vraiment intéressant. Et puis après, derrière, qu'est-ce qui se passe? Ce sera au Standard de nous le montrer. Et il va falloir, à mon avis, proposer un contre-football qui sera fait d'impact et de puissance. Et là, il va falloir changer complètement son cœur du jeu, pour moi. La petite bonne nouvelle, c'est peut-être le fait que Djenepo peut-être enfin libéré avec ce goal, un peu chanceux ou pas, mais c'est quand même un goal marqué face à l'Union. Peut-être que ça aussi, ça va aider le Standard à avoir peut-être un jeu un peu plus dynamique. Sacha, Jonathan, un peu plus, dans la créativité notamment. Oui, peut-être. Ou peut-être pas. C'est ça le problème. Jonathan, il n'ose pas trop se prononcer. Il ne sait pas ce qui peut se passer. C'est compliqué parce que Moussa est un joueur qui joue beaucoup à la confiance. Donc j'espère que ce goal-là va lui redonner la confiance nécessaire pour pouvoir passer ses hommes et pour pouvoir être décisif. Maintenant, on ne sait jamais, mais je voulais revenir sur ce que tu disais. Le fait que la Gantoise est obligée de prendre des points, je pense que ça peut être positif pour le Standard aussi. Ah, ça va peut-être ouvrir parce le match complètement. Un match ouvert, fait d'impact, etc. Je trouve que c'est ce qui conviendrait le mieux au Standard actuellement. Dans une ambiance de folie. Dans une ambiance de folie. Je pense que justement, le fait que ce soit un match fou, je pense que ça peut être un match fou, ça pourrait bien être bénéfique pour le Standard. Enfin, du moins, c'est comme ça que je vois la rencontre. Maintenant, c'est certain que sur papier, il n'y a rien à dire. La Gantoise est une équipe bien plus performante que la nôtre, mais j'y crois quand même. Sacha, tu avais parlé de plusieurs joueurs, mais si tu devais malgré tout en sortir un de très dangereux, du côté de la Gantoise, celui où on se dit, la Gantoise, si elle peut réussir, ça peut passer par ce joueur-là. Si tu devais en citer vraiment sur les dernières semaines, en fait, tout le jeu collectif de la Gantoise passe par 2 hommes, Archie Brown et Hang Sok. Donc c'est vraiment ce duo-là. En fait, ils jouent beaucoup en combinaison jeu court et derrière, ils vont trouver le côté. Et en fait, ce que fait en général très très bien Archie Brown, c'est de mettre un centre dans le cœur du jeu. Et derrière, il y a souvent un Laurent Depoitre ou alors un joueur dans l'axe pour venir à la conclusion. Et Hang Sok, c'est un joueur très mobile. C'est un petit peu ce que fait Kawabe, mais en mieux, quelque part. Hang Sok, il a le côté, la patte technique aussi qui
qui permet d'élever aussi le niveau de jeu et qui est vraiment devenu le maître à jouer de cette équipe de la Gantoise qui est en train de prendre justement ce rôle-là à cœur. Donc pour moi, Sok, c'est vraiment l'élément le plus important et donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, je dirais que la bataille sera dans le cœur du jeu, c'est à cause de ça. Il faudra vraiment aller au mastic et il ne faudra pas avoir peur de mettre des pains, si je peux m'exprimer comme ça, parce que sinon ils vont se balader dans le milieu de terrain et n'oubliez jamais qu'il y a un certain Julien Dessart qui était formé au Standard de Liège, qui sera titulaire sur la pelouse, qui lui est très très fort sur les longs ballons, dans le dos des défenseurs. Et quand on connaît la vitesse de l'Ifis, ça ne rassure pas. Bon, Sacha parlait de pain. Bon, Jonathan, parmi les supporters, il ne demande que ça, d'avoir une équipe, d'avoir des guerriers qui mettent tout, qui donnent tout sur le terrain. Oui, c'est ce qu'on demande avant tout. Maintenant, voilà, ça ne suffit pas. Des guerriers, c'est être des guerriers de la première à la dernière minute. Le problème du Standard, c'est que les guerriers, ils sont présents 45 minutes, 30 minutes. Et puis parfois ils disparaissent. Là, c'est exactement ce que disait en fait Ivan Leko face à l'Union. C'est beau d'avoir le ballon, c'est beau de faire de jolis mouvements, mais au final, c'est les points qui doivent rentrer là ici, donc être le plus efficace possible. Et s'il doit, voilà, comme disait Sacha, mettre des pains, être beaucoup plus dur dans les duels, faudra passer par là. À l'heure actuelle, le Standard ne doit pas être sexy. Le Standard doit être efficace, doit marquer des goals et doit être efficace dans son rectangle aussi. Ouais, un petit prono. On fait toujours ça parce que comme ça après on peut remontrer la semaine après. Il avait dit ça, il était bon ou il était complètement mauvais. Je vais laisser Sacha d'abord et puis je dirai après. Ah oui, non mais il a raison, parce que même moi je suis en difficulté, c'est pour ça que j'ai soufflé. Alors pour moi la Gantoise va remporter cette rencontre. Je pense que le Standard va être... Standard le taux, le mec, t'aurais dû dire... Je suis désolé, mais il faut que je sois objectif. Évidemment, ce sera très compliqué évidemment pour le Standard de Liège dans ce match parce que les circonstances font en sorte qu'on n'aura pas un demi la Gantoise. On va avoir un 100%, la Gantoise qui n'est plus en Europe, qui a été éliminée par le Maccabi Haïfa, donc il va mettre toute son énergie pour aller chercher ces fameux playoffs 1, pour ensuite pouvoir aller, pourquoi pas, dans son ambition personnelle, trouver le titre. Donc je dirais 2-1 avec un but de Kanga, un but de Tariq Tissoudali et un but de Julien Dessart. Oui, il prononce même les auteurs de buts. Mais attends, je te relance là-dessus parce que est-ce que ça ne peut pas jouer justement sur la rencontre? Le fait que, voilà, il y a eu une déception. Je pense que pour la Gantoise, être éliminé par le Maccabi Haïfa, c'était pas forcément, c'était pas prévu au programme. Non, absolument pas du tout. Donc, est-ce que ça peut pas trotter dans la tête pour reprendre le championnat de la meilleure des manières? Bon, après, ils ont fait un très beau match nul face à l'Antwerp, mais je veux dire, est-ce que ça peut quand même pas casser une dynamique Ce qui peut trotter dans la tête, effectivement, c'est la faculté, et c'est là que le Standard aurait vraiment une clé à jouer pour moi, c'est de rentrer dans la tête de ses adversaires s'ils arrivent à mettre un but. C'est comme ça que la Gantoise, quelque part, a été mise en difficulté face à l'Antwerp. Dès que le but a été encaissé sur penalty, erreur encore une fois de manque de concentration, il faudra jouer là-dessus aussi pour les attaquants du Standard de la part de Ismaël Kandous et qui parfois coûte des points à cette équipe de la Gantoise. Donc c'est là aussi qu'il faut être plus vif, plus concentré et plus déterminé. Pour moi ce sera ça la clé de la rencontre en tout cas. Bon, Jonathan, tu vas pas y échapper, un petit prono? Je n'en fais jamais mais je dirais 1-0. Pour le Standard du coup. Pour le Standard, et qui marque? Pour le délire. Qui marque? Yeboah. Yeboah, c'est pas mal ça. Bon, on retient ça et on verra ce qui se passera. Qui évidemment n'entrera pas en collision avec Kawabe parce que c'est ce qui s'est passé face à l'Union. Je ne pense pas. Et c'était relativement loufoque. En espérant qu'un des deux n'ait pas une hernie par après cette collision. non, on ne peut pas. Allez, je fais la petite blague, on est détendu dans Standard le Taux, mais forcément on envoie beaucoup de force à Zinho Van Heusden et on espère qu'il se rétablira vite parce qu'on n'aime pas voir des joueurs passionnés comme ça qui enchaînent énormément de blessures. Donc voilà, le message est passé. Pour terminer, c'est pas forcément une note positive. J'étais obligé de quand même donner les 5 dernières rencontres entre le Standard et la Gantoise. Vous allez vous être étonnés. Gantoise Standard 3-1, Gantoise Standard 3-1, Standard la Gantoise 1-2, la Gantoise Standard 0-0, Standard la Gantoise 2-2. Donc 2 matchs nuls, 3 défaites. En espérant qu'on peut casser un peu le rythme de ces rencontres-là et avoir une bonne surprise ce week-end, hein, Joe? Ce serait parfait. Ce serait parfait pour tous les supporters, pour tous ceux qui aiment le Standard. On ne demande que ça. Et ça sauverait définitivement, Sacha, en tout cas cette année, le Standard. Quoi. Même si les hommes ne mentent et pas les chiffres, je te rejoins là-dessus. Il peut toujours se passer une magie au Standard de Liège, quelque chose qu'on ne peut pas contrôler.
Et ce qui ne peut pas contrôler, c'est justement les supporters. Je pense qu'on aura bien plus besoin que d'habitude de ces magnifiques 25 000 personnes qui vont donner un maximum de fureur et de difficulté aux joueurs de la Gantoise quand ils voudront développer leur football. En plus, on te voit souvent à Sclessin, Sacha. Même si la dernière fois, bon, les réseaux sociaux te trahissent un peu, on sait que tu étais plus attentif à un certain joueur, un ancien de l'Inter. Et donc, du coup, la photo elle est toute belle, hein, d'ailleurs. C'est une belle photo. Tu peux la retrouver justement sur mes réseaux sociaux. Effectivement, j'ai croisé le collaborateur de l'Inter, qui est une ancienne légende de l'Inter, le Bosnien Handanovic, Samir Handanovic. Effectivement, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une petite photo avec lui. Et en plus de ça, il m'a donné une petite info. Donc c'est magnifique. C'était super. Magnifique. En plus, c'était contre quel match? C'était le match contre OHL. OHL. Standard OHL. Ouais. Donc, du coup, c'était une bonne soirée. C'était une très bonne soirée. Le Standard, en plus de ça, a gagné. Donc ça a fait plaisir à Jonathan. Voilà. Espérons que ce soit comme ça dans les prochains matchs, que ce soit face à la Gantoise ou face à Eupen. Allez, on l'espère tous. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus aujourd'hui. C'est déjà la fin de cette émission qui était riche. On a parlé forcément pas souvent de manière positive, mais c'est ça aussi d'être Standard le Talk, c'est de dire ce qu'on pense. Et on espère tous, forcément, tout le monde qui est fan du Standard, espère forcément un club qui revit à nouveau. Ça se passe déjà cette année à Sclessin, on espère que ce soit à 100% pour les prochaines années, hein, Jonathan. Merci à toi d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était super. Avec grand plaisir, tu viens quand tu veux. Je rappelle, hein, Jonathan a un blog, du coup, il a une page Facebook, Chronique d'un accro au Standard. Vous pouvez retrouver tout simplement tous ses coups de gueule, ses articles sur le Standard. Si vous avez envie de découvrir un peu un point de vue d'un supporter, d'un vrai fan, l'occasion est là sur Facebook. Donc merci à toi, Jonathan. Merci. Et Sacha, on ne va plus forcément le présenter parce qu'il est très très actif sur Twitter, il a une grande communauté, mais malgré tout, allez sur son compte Twitter, vous pourrez avoir des infos mercato, vous pourrez avoir aussi ses coups de gueule, vous pouvez le retrouver aussi sur sa page YouTube, également avec Football Time, son émission sur le football belge, également avec le noyau dur, tiens, petite promo. Hein. Autopromo. Ben oui, on est tranquille, on est entre nous, donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir des avis un peu différents sur le football belge, sur le Standard, etc., allez sur ces différents comptes, parce que franchement, c'est des comptes de passionnés. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette belle petite émission, et on se retrouve très vite pour un nouveau Standard le Talk avec des joueurs du Standard mais aussi des avis tranchés sur le club liégeois. Ciao, ciao!